Le roi Lothar était veuf, et comme il menaçait de mourir sans descendance, laissant les terres d'Armor dépourvues de souverain, ses conseillers le pressaient de se remarier. Bien que ses goûts le portassent davantage à pleurer sa défunte qu'à la remplacer, il finit par se rendre à leur raison et chargea Tristan, son homme de confiance, d'aller en Islande solliciter la main de la princesse Isolde. Les Islandaises ayant, au dire des connaisseurs, les ventres les plus féconds de la côte celtique. Mais auparavant, il se rendit chez Zulma, sa vieille nourrice, qui était également sorcière. « Je crains, lui confia-t-il, qu'une femme jeune et belle n'éprouve pas pour ma personne l'attachement que je suis en train d'attendre d'une épouse. »« Certes, mon fils, l'âge t'a retiré une partie de ta séduction, lui répondit Zulma. En revanche, tu es puissant et riche. N'est-ce pas suffisant pour que l'on t'aimât ? Seul serait si l'âme féminine n'était aussi frivole. Zulma hocha la tête avec circonspection. Qu'à cela ne tienne, j'ai là ce qu'il te faut. Prends ce filtre d'amour, celle qui l'absorbera éprouvera pour le premier homme qui se présentera à elle un sentiment si fort que rien ne pourra l'éteindre. Elle lui tendit une fiole qu'il s'empressa de remettre au messager en lui recommandant « Donne ceci à boire à la future reine, avant notre rencontre, et veille à ce qu'entre-temps, elle ne voie personne. Au besoin, bande-lui les yeux. » Tristan s'engagea à suivre ses instructions à la lettre, puis s'embarqua pour la longue traversée qui menait au pays des falaises noires. Parvenu à destination, il gagna le palais royal et, ayant demandé audience au monarque, lui exposa le but de sa visite. Ce dernier accueillit favorablement sa requête, si bien qu'un mois plus tard, ayant accompli sa mission avec brio, le messager prenait le chemin du retour en compagnie de la princesse. Et quelle princesse! Isolde était d'une beauté sans égale, aussi blonde que la lumière du matin, aussi blanche de peau que l'écume des vagues, le corps altier, le pied mignon, la cheville fine. « Vous serez la perle de la couronne d'Armor », lui avait dit Tristan tandis qu'il voguait vers l'auguste fiancée, et de se réjouir d'amener à Lothar une telle compagne, afin qu'il pût, contre elle, réchauffer son vieux corps. Isolde, quant à elle, et pour ces mêmes raisons, était morose, car la jeunesse recherche la jeunesse, et la perspective d'unir sa destinée à celle d'un barbon ne l'enchantait guère. Le messager, par contre, ne lui eût pas déplu, que dis-je, l'eût charmé, et même, plus encore, n'avait-elle pas, dès l'instant de leur rencontre, senti son cœur s'émouvoir pour ses yeux ardents, son mâle visage, et ce cœur ne battait-il pas plus fort à chaque instant, alors qu'inexorablement se rapprochait le terme du voyage? Vint le dernier soir. Or, les Islandaises, hormis les qualités citées plus haut, ont également du feu dans les veines. De sorte qu'en regardant la lune se lever sur son ultime nuit de liberté, la princesse n'y tint plus. Rejoignant Tristan dans sa cabine, elle lui dit « Pourquoi ne pas fêter notre arrivée prochaine par un banquet bien arrosé ?» À l'éclat de son regard, tout autre que lui eût perçu la véritable raison de sa requête, mais il était si franc et de si noble caractère que cette pensée ne l'effleura même pas. « Vos désirs sont désordres, madame, » répondit-il. « Que l'on vous apporte des mets raffinés et les meilleurs vins. » Lors, ils s'attablèrent et burent plus que de raison, si bien que vers minuit, ils étaient fort gais, mettant à profit
l'ébriété de son hôte, la princesse alors voulut s'offrir à lui. Mais il la repoussa avec indignation. « Éloignez-vous, madame. J'insulterais mon roi si j'acceptais. »« Qu'importe, répondit-elle. Nul ne le saura. Alors venez. Mes bras vous sont ouverts. Allons, venez, faites-moi connaître le plaisir avant que ce corps qui s'alanguit pour vous ne devienne la propriété d'un vieillard. » Peine perdue. Tout ivre qu'il fût, l'honnête Tristan se refusait à commettre une telle infamie. Alors, la princesse se mit à pleurer. « Malheureuse que je suis, disait-elle. Jamais je ne connaîtrai les douceurs de l'amour. »« Détrompez-vous, lui répondit Tristan. J'ai là ce qu'il vous faut pour combler vos vœux. Et, ce disant, il montra la fiole. Ce philtre fera naître en vous une violente attirance pour celui auquel on vous destine. Ainsi, quelle que soit son apparence, vous éprouverez à son contact les émotions extrêmes qu'exige votre nature. Si grand était le désir d'Isolde qu'aussitôt, un plan germa dans son esprit. Profitant d'un moment d'inattention, elle s'empara de la fiole et elle en versa le contenu dans une coupe qu'elle tendit au jeune homme. À peine eut-il avalé le breuvage que son attitude changea du tout au tout. Ses réticences fondirent comme neige au soleil et, de froid qu'il était, il devint brûlant. L'étreinte qui s'ensuivit combla la princesse au-delà de ses espérances. Le matin se leva sur leur folle passion. Hélas, déjà apparaissaient à l'horizon les rives de Bretagne sur lesquelles Lothar attendait sa promise. Il leur fallut donc s'arracher l'un à l'autre. « Jamais je ne t'oublierai, dit Isolde à Tristan. « Je n'aurai d'autre amour que toi, répondit Tristan à Isolde. Et tandis que, conformément aux ordres du roi, il lui bandait les yeux, la jalousie faisait trembler sa main. Bientôt le navire accosta et Lothar, suivi de son escorte, se porta à la rencontre de sa future épouse. Tristan, la mort dans l'âme, la lui livra, tout aveuglé. Ayant prié ceux qui l'accompagnaient de sortir du champ de vision de la jeune femme, le roi dénoua solennellement l'écharpe et se présenta à elle. En apercevant sa face ridée, Isolde faillit se trouver mal. « Remettez-moi mon bandeau, sire !» implora-t-elle. « L'éclat de votre gloire me blesse les yeux. » Flatté, il fit ce qu'elle souhaitait. Et, tandis qu'en lui-même il se félicitait de l'excellent effet de la potion magique, la princesse, dans le noir, se remémorait jusqu'au vertige les traits fiévreux de son bien-aimé. Le mariage eut lieu le soir même, puis vint la nuit de noces. Par bonheur, fatigué par la cérémonie, Lothar s'endormit sans avoir honoré sa compagne, remettant au lendemain un exercice fort éprouvant pour son grand âge. Comme il ronflait à ses côtés, Isolde se leva. Cette proximité lui répugnait autant que si elle eût partagé la couche d'un porc. Elle ouvrait la fenêtre pour laisser entrer la fraîcheur nocturne lorsqu'elle remarqua un homme debout dans l'ombre. Son cœur le reconnut avant ses yeux. « Tristan !» souffla-t-elle. C'était bien lui qui souffrait 1000 morts au pied de cette chambre où s'immolait sa belle. Ce fut plus fort qu'elle. Elle le rejoignit. Il ne la repoussa pas et jusqu'à l'aube, ils s'aimèrent en pleurant. Or, ce manège eut un témoin. Un courtisan que fuyait le sommeil prenait, cette nuit-là, le frais à son balcon. Jugez de sa surprise en découvrant la reine dans les bras de son amant. Il s'empressa d'aller prévenir le roi, de sorte qu'à son retour dans la chambre conjugale, l'infidèle fut arrêtée et conduite en prison. Tristan, pour sa part, ne dut son salut qu'à la fuite. L'on jugea Isolde pour ce crime d'adultère, et comme ce délit était puni de mort,
elle fut condamnée à la pendaison. L'exécution eut lieu 2 jours plus tard, le temps pour les héros de l'annoncer par tout le pays en manière d'exemple. Un gibet avait été dressé en place publique autour duquel se pressait la populace car, en ces temps-là, les châtiments étaient une distraction de choix. Cependant, quand parut la coupable, si blanche et si blonde entre ses gardiens, une rumeur de pitié parcourut l'assistance. Le bourreau, aussi insensible à cette compassion qu'il l'était aux larmes d'Isolde, lui passait la corde autour du cou, lorsque quelqu'un jaillit de la foule en criant « Arrêtez !» Et tout un chacun put reconnaître Tristan qui, rendu fou par le désespoir, courut se jeter aux pieds du roi. « Sire, je vous en conjure, tuez-moi, mais épargnez la reine. »« Elle m'a trahi, elle doit payer, » trancha Lothar. « Moi seul suis responsable de cette trahison. J'ai versé trop d'élixir dans son verre, elle m'a aperçu avant de vous voir et s'était prise de moi victime du sortilège. » Lothar était un homme dur mais juste. L'argument le toucha. Il se reprocha d'avoir eu recours, pour se faire aimer, à des manigances, lesquelles s'étaient, ô ironie, retournées contre lui. « Ton aveu force ma magnanimité, » dit-il. « Je te confisque tes biens, mais je vous laisse la vie à tous deux. Emmène cette femme indigne et disparais à jamais de ma vue. » Ainsi firent-ils sous les ovations de la foule. Ils trouvèrent refuge dans la forêt voisine et tout le temps que dura la belle saison, vécurent comme vivent les biches et les oiseaux, se nourrissant de fruits sauvages, buvant l'eau des sources, dormant sous la ramure et s'aimant à chaque seconde du jour ou de la nuit, éblouis qu'un pareil bonheur leur fut octroyé. Puis vint la froidure. Tristan construisit une cabane, se fabriqua un arc et, tandis qu'Isolde entretenait le feu, partit à la chasse. Il n'en revint pas. Après plusieurs heures de vaine attente, la jeune femme, fort inquiète, s'en fut à sa recherche. Elle le trouva baignant dans son sang, victime d'un sanglier furieux. Il mourut dans ses bras. Alors, se couchant près de lui, elle résolut de mourir aussi, mais le ciel en avait décidé autrement. À la nuit tombée, des bûcherons la ramenèrent chez eux et la soignèrent. Ce fut là que, 3 mois plus tard, elle mit au monde son fils Arthur, avant de s'éteindre à son tour. Cet enfant, élevé par les braves gens qui avaient recueilli sa mère, devait avoir, par la suite, un fabuleux destin. Mais ceci est une autre histoire.